Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, des manifestants ont milité contre toute présence de l'armée américaine dans le pays. Organisée ce lundi 1er juin, cette manifestation est intervenue après la déclaration du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Déclaration qui sous-entendait le déploiement d'une brigade sur le sol tunisien en vue d'une potentielle intervention en Libye. La République démocratique du Congo, de nouveau touchée par une épidémie d'Ebola. Un foyer de fièvre hémorragique a été enregistré dans le nord-ouest du pays. La RDC qui fait face à sa 11e épidémie. Et enfin, les transports en commun subissent les foudres du Covid-19 en Côte d'Ivoire. À Abidjan notamment, la Société des transports a été contrainte de réduire ses nombres de passagers journaliers. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, la justice française a approuvé ce mercredi 3 juin le transfert de Félicien Kabuga vers le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Accusé d'être le financier du génocide des Tutsis au Rwanda, Félicien Kabuga sera jugé pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement éthiopien et l'État du Tigré. Réuni ce week-end, le comité exécutif du Front de libération du peuple tigré a dressé un réquisitoire contre le Premier ministre Abiy Ahmed. Et pour cause, les élections générales prévues le 30 août prochain ont été reportées par le Bureau électoral national éthiopien en raison du coronavirus. Un scrutin électoral urgent car le mandat des députés arrive à expiration le 30 septembre prochain. Malgré ce report, la région du Tigré a décidé de maintenir ce scrutin électoral, une position dénoncée par la Commission électorale nationale. Pour l'heure, la question du maintien au pouvoir de l'équipe dirigeante doit être tranchée par deux instances spécialisées. La Chambre haute du Parlement et le Conseil des requêtes constitutionnelles. Leur décision devrait être rendue dans les jours à venir. Des voix s'élèvent en Tunisie. Ce lundi 1er juin, partis politiques et acteurs de la société civile ont manifesté contre toute présence militaire américaine dans le pays en vue d'une potentielle intervention en Libye. Une manifestation qui intervient après la déclaration du commandement des États-Unis en Afrique qui envisageait le déploiement d'une de ces brigades, notamment pour contrer l'implantation de la Russie en Libye. Les précisions de Corinne Kamzefem. En Tunisie, des partis politiques et des membres de la société civile manifestent depuis ce 1er juin contre une présence militaire américaine sur le sol tunisien ainsi que l'implication de la Tunisie dans le conflit armé en cours en Libye. Cette prise de position fait suite à une déclaration du commandement américain en Afrique qui projette le déploiement de l'une de ses brigades pour l'assistance à la sécurité en Tunisie par souci d'une éventuelle menace russe en Libye, selon la presse locale. La société civile tunisienne, comme toutes les autres sociétés civiles dans le monde, sont la voix des sans-voix. Et à ce titre, l'installation de forces armées étrangères sur le sol tunisien interpelle toute la population, mais pratiquement interpelle la société civile qui est, je dirais, le représentant organisé des peuples. À ce titre, cela pose le problème de la souveraineté de la Tunisie et en ce sens, la société civile tunisienne interpelle, fait un plaidoyer, sensibilise, met la pression sur le gouvernement tunisien pour que le gouvernement tunisien tienne compte de ses populations et de son territoire. Pour le mouvement populaire, les terres tunisiennes ne serviront pas de plateforme de transit ou de tremplin pour une intervention américaine en Libye. Il dénonce par ailleurs une agression coloniale atlantique contre la Libye depuis 2011, agression qui vise principalement la restauration d'une influence américaine dans cette zone. Du côté du Parti des travailleurs, le ton n'est pas plus conciliateur. L'intention américaine de déployer des forces américaines sur le territoire tunisien représenterait une violation flagrante de la souveraineté de la Tunisie et l'impliquerait dans le conflit libyen, qui a pris une tournure dangereuse vu les multiples interventions étrangères qui ne visent que le contrôle des ressources naturelles libyennes, dont le pétrole et le gaz.
Pour rappel, depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, aucune des forces en présence en Libye n'est parvenue à prendre le contrôle de l'ensemble du territoire libyen. Deux forces principales s'affrontent. D'un côté, le gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez al-Sarraj est reconnu par les Nations Unies, puis en face, le gouvernement de Tobrouk du maréchal Khalifa Haftar. Dans l'actualité également, un imbroglio politique se forme en Guinée. Plusieurs acteurs de la société civile dénoncent une faille entre la constitution approuvée par les Guinéens lors du référendum du 22 mars dernier et le texte publié au journal officiel le 14 avril dernier. Parmi les 21 modifications apportées, 2 retiennent l'attention de plusieurs juristes. D'une part, les candidats indépendants ne peuvent plus briguer des mandats électifs. Il faut à présent être issu d'un parti politique et être parrainé par des électeurs pour être candidat à une élection. D'autre part, le nouveau texte renforce les prérogatives du président, notamment les pouvoirs réglementaires. Ce n'est par exemple plus au Premier ministre, mais au chef de l'État de signer les décrets sur le plan territorial. Face à ces modifications, l'Ordre des avocats s'insurge et dénonce, je cite, une infraction de faux en écriture publique. L'Ordre qui demande également le retrait du texte. 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un nouveau foyer de fièvre hémorragique a été recensé à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, une région qui n'est pas étrangère au virus puisqu'elle a déjà été touchée entre mai et juillet 2018. Les autorités ont déjà mis en place un plan de riposte au niveau local. Ashley Duprat. Le virus Ebola fait son retour en République démocratique du Congo. Lundi 1er juin, les autorités sanitaires du pays ont officiellement déclaré l'existence d'un foyer épidémique à Mbangada, localité de la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé, Eteni Longodo, a tenu ce même jour un point de presse à propos de la situation épidémiologique. C'est une province qui a déjà connu la maladie. Ils ont déjà des réflexes de ce qu'il faut faire. Ils ont déjà commencé la riposte au niveau local depuis hier. Entre mai et juin 2018, la province de l'Équateur a connu une précédente épidémie. À l'heure actuelle, 4 décès ont déjà été recensés. Cette nouvelle épidémie, la 11e recensée en République démocratique du Congo, intervient alors que le pays fait déjà face à la crise du Covid-19, crise doublée d'un pic épidémique d'Ebola dans le nord Kivu. Les deux provinces étaient situées à 1000 km l'une de l'autre. Des questions émergent quant à la chaîne de propagation de la fièvre hémorragique. Le Congo, c'est un pays qui a toujours de temps en temps l'apparition des cas d'Ebola. Ce n'est pas parce qu'il y a Covid que le cas d'Ebola est arrivé. Ebola est toujours là. Ils ont leur petit foyer de temps en temps qu'il y a un moment, il y a des cas qui se réveillent. Je ne m'inquiète pas beaucoup parce que je sais qu'ils sont très qualifiés pour pouvoir gérer leur cas d'Ebola. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en train d'avoir des cas déclaré publiquement. En avril dernier, la République démocratique du Congo devait annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola lorsque de nouveaux cas ont été recensés dans le nord Kivu. Un nouveau compte à rebours a depuis été lancé par les autorités sanitaires. Si au 25 juin 2020, à l'issue de plus d'une quarantaine de jours, aucun cas n'est déclaré, les autorités déclareront la fin d'Ebola dans cette région. 25 millions de dollars, c'est la somme débloquée par la Banque mondiale en faveur de Djibouti, une somme destinée à accompagner le développement économique du pays. Cet appui financier permettra non seulement d'améliorer les services statistiques, mais aussi d'assurer la prise en charge des réfugiés. Les précisions de Nelly Claude Bessa. 25 millions de dollars pour atténuer les vulnérabilités et surtout favoriser la croissance économique djiboutienne. Le crédit octroyé par la Banque mondiale est réparti en 2 prêts, dont le premier contribuera à améliorer la gestion des services dans ce pays situé à la Corne de l'Afrique. Il sera donc question d'appuyer le programme du gouvernement djiboutien pour la gestion économique et le développement de statistiques pour orienter la prise de décision. Ce premier financement de 15 millions de dollars contribuera aussi à renforcer les capacités institutionnelles et techniques ainsi que l'infrastructure de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Cette aide doit aider à ce que les capacités
au niveau interne à Djibouti soient remises à niveau pour l'accompagner dans la mise en œuvre des projets. Tout ce qui peut concerner la vulnérabilité par rapport au changement climatique, il faut qu'au niveau de Djibouti, on arrive à avoir une meilleure maturation des projets, à avoir un meilleur accompagnement en termes de capacité interne de la mise en œuvre des projets de développement. Le second crédit, d'un montant total de 10 millions de dollars, est quant à lui attribué pour soutenir Djibouti face aux conséquences des déplacements de la population dans la Corne de l'Afrique. En effet, outre la crise du nouveau coronavirus et de la récente invasion acridienne qui ont eu des répercussions importantes sur la santé publique et l'économie de ce pays, Djibouti est confronté à de nouvelles vagues de réfugiés en provenance d'Éthiopie, d'Érythrée, de la Somalie et du Yémen qui ont encore aggravé la fragilité des services publics du pays. Cette opération améliorera l'accès aux services sociaux et économiques afin que le pays puisse s'adapter à un contexte évolutif et créer des débouchés économiques tant pour les réfugiés que pour les communautés qui les accueillent. Notre programme aidera Djibouti à améliorer les conditions économiques et sociales dans les zones recevant des réfugiés et à prêter assistance à la fois à ces populations et aux communautés d'accueil. En rappel, le portefeuille de la Banque mondiale à Djibouti comprend 12 projets financés par l'Association internationale de développement IDA pour un montant total de 178 millions de dollars. Il est axé sur les filets de protection sociale, le développement des communautés rurales, la santé, l'éducation, la modernisation de l'administration publique, la gouvernance et le développement du secteur privé en accordant une importance particulière aux femmes et aux jeunes. En Côte d'Ivoire, la crise du coronavirus impacte sévèrement les transports publics. La Sotra, la Société des transports d'Abidjan, accueille généralement plus de 800 000 passagers par jour. Mais en raison de la pandémie, le nombre de passagers se chiffre à présent à 250 000 par jour. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La pandémie du Covid-19, un challenge pour les transports publics en Côte d'Ivoire. À Abidjan, la capitale économique du pays, la Sotra, Société des transports abidjanais, est confrontée au défi de la rentabilité face à la crise sanitaire. La compagnie publique applique les mesures barrières édictées par le gouvernement à tous les passagers. Il a été question d'exiger le port des masques pour tout le monde, de faire respecter la distanciation sociale. Nous avons pris des mesures pour faire des marquages au sol, pour permettre à nos clients de respecter ces dites mesures. Et ensuite, exiger que tout client qui devait monter à l'intérieur des autobus devait se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Et aussi, à l'intérieur, nous avons déposé du gel pour ceux qui éventuellement échapperaient, comme on appelle, au nettoyage des mains avant la montée. Les mesures appliquées par la Sotra sont approuvées par les usagers des transports publics, même quand cela cause des retards. Lorsque tu attends le bus, il y a un nombre de personnes qui doivent monter dans le bus. Tu es obligé d'attendre le prochain. Si le prochain atteint son quota, tu es obligé d'attendre. Ils sont ces inconvénients que je déplore un peu. Les chauffeurs vraiment veillent à ce que les masques restent sur nos visages jusqu'à ce qu'on arrive. Vraiment, c'est une très bonne mesure. Les bus ne sont pas surchargés. Il y a le respect de la distanciation sociale et on ne sait jamais s'il y a un cas qui se déclarait dans le bus, nous serons protégés. En rappel, la Sotra transportait plus de 800 000 passagers par jour avant la survenue de la pandémie du coronavirus et la limitation de la capacité d'accueil de ce bus à 45 personnes. Pour prévenir la propagation du Covid-19, les 1200 autobus de la Sotra sont désinfectés systématiquement tous les soirs après le service. Clôturer la saison 2019-2020 de la Ligue des Champions et de la Coupe des Confédérations africaines. Tel est l'impératif de la Confédération africaine de football. La CAF étudie actuellement plusieurs scénarios de reprise. Une reprise jugée nécessaire pour l'avenir des compétitions. Ashley Duprain et les Claude Bessard. Mise à l'arrêt pour cause de pandémie de Covid-19, les éditions 2019-2020 de la Ligue des champions africaine, mais aussi de la Coupe des confédérations qui n'ont toujours pas été clôturées, contrairement à certains championnats locaux, pourraient reprendre. La Confédération africaine de football planche en effet sur des scénarios de reprise. C'est tout à fait une possibilité que les compétitions reprennent en Afrique
tout comme en Europe, on le voit bien, l'Angleterre a suivi le pas de l'Allemagne, l'Espagne avec la Liga va aussi reprendre. Donc il n'y a pas de raison qu'en Afrique, que l'Afrique ne suive pas la même voie et que selon l'évolution de la pandémie, les compétitions sportives reprennent le plus vite possible. Ayant obtenu les réponses de 39 des 54 fédérations du continent, la Confédération africaine de football a pu dégager 2 pistes de relance de la C1 et la C2. Dans le premier scénario, la Ligue des champions s'achèverait le 28 août et la Coupe des confédérations le 23. Les demi-finales se joueraient donc entre le 31 juillet et le 2 août pour les matchs allés, puis du 7 au 9 août pour les matchs retour. L'autre scénario étudié par la CAF implique une reprise plus tardive en septembre. La finale aurait dans ce cas lieu le 25 septembre. Une chose est sûre, la Confédération semble déterminée à boucler la saison. Ce serait quand même assez dommageable de devoir annuler ces 2 grandes compétitions du continent africain qui commencent vraiment à avoir un réel impact sur les supporters africains. Ces 2 compétitions génèrent énormément de revenus pour les clubs et pour les fédérations concernées. Ce serait quand même une très bonne chose pour ces compétitions de reprendre, bien entendu en adéquation avec l'évolution de la pandémie. Les demi-finales de la Champions League africaine seront pour rappel 100% maghrébines. Les équipes marocaines du Raja Casablanca et du Wydad Casablanca sont en lice face aux Égyptiens du Zamalek et d'Al-Ahly. En Coupe des Confédérations, le dernier carré comprend le Pyramids FC qui, pour le sacre, est en compétition avec les Guinéens d'Oroya, les Marocains du RS Berkane et du Hassania Agadir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.